No, 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 Donald, I will not be able to. I love the French accent. Emmanuel. He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. Ceci n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Quand on entend ça, on se dit, cet homme est complètement dingue. Il a totalement déraillé. Comment peut-on seulement imaginer envoyer des forces spéciales au Venezuela, enlever le président et sa femme, les traîner par-delà l'océan et les exposer comme un trophée à New York? Eh bien, ne vous y trompez pas. Trump a en réalité une stratégie parfaitement réfléchie. Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens. Bienvenue dans Tout bascule. L'enlèvement du président Maduro s'inscrit dans un plan plus vaste et ce plan est écrit noir sur blanc, ouvertement, sur 33 pages A4, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Quand on lit le document, on voit que c'est une histoire de pouvoir. On est aux commandes. On voit qu'il s'agit des matières premières. On a besoin de l'accès au pétrole. On voit que c'est l'impérialisme. On va tout contrôler. Les États-Unis ont une stratégie pour tenter de maintenir leur hégémonie. Nous allons découvrir ensemble le nouveau plan de Donald Trump, du Venezuela au Groenland et jusqu'à l'Europe. Oui, car la stratégie de sécurité nationale des États-Unis concerne aussi l'Europe. Oui, ce qui est écrit sur l'Europe est assez incroyable. Mais c'est pourtant bien là, noir sur blanc, comme politique officielle des États-Unis. Mais l'Europe, ce sera pour un peu plus tard. Notre histoire commence à bord de l'Air Force One. Ça, c'est l'avion présidentiel de Donald Trump. Nous volons quelque part entre Mar-a-Lago, ça c'est la résidence secondaire de Trump en Floride, et Washington. Des troupes d'élite américaines viennent de bombarder le Venezuela et d'enlever son président. Et Trump, lui, il a suivi toute l'opération en direct depuis Mar-a-Lago entre le choix du marbre et une partie de golf, littéralement. Parce que la veille de l'enlèvement, Trump choisit lui-même, donc personnellement, le marbre pour son très controversé projet de salle de bal à la Maison-Blanche. Cette salle coûtera 400 millions de dollars. Voilà. Et le lendemain de l'enlèvement, Trump va faire un petit golf à son club privé de Palm Beach. Et donc ensuite, il repart vers Washington à bord de son Air Force One. Et c'est là, dans cet avion, après le golf, qu'un Donald Trump euphorique dévoile la stratégie des États-Unis. Donc Fox News est là et voyage à bord de l'avion présidentiel. Et une journaliste de Fox News demande à Trump qui est aux commandes au Venezuela après l'enlèvement de Maduro. Ne me demandez pas qui est aux commandes parce que je vais vous répondre et ce sera très controversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes aux commandes. Vous avez parlé avec elle? Nous sommes aux commandes. On entend ici qu'il est agacé par la question. Ne me le demandez pas parce que je vais dire quelque chose de très controversé. Et que dit-il? C'est nous, les patrons. Nous sommes aux commandes. C'est nous, les patrons au Venezuela. Ça, c'est un langage de mafieux, comme s'il venait de s'emparer d'un territoire et qu'il était en train déjà de partager le butin. Il laisse même entendre que le Venezuela ne lui suffit pas. Il en veut plus. Donc toujours durant ce même vol, Trump menace successivement la Colombie, le Mexique, Cuba et le Groenland. 5 pays en un seul trajet. Seul Trump est capable d'un tel exploit. La Colombie est très malade aussi, dirigée par un fou qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et il ne va pas continuer très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas continuer très longtemps. Donc il y aurait une opération des États-Unis? Ça me semble une bonne idée. En d'autres termes, les jours de Gustavo Petro sont comptés. Gustavo Petro, le président de la Colombie, donc il est menacé par Trump. Et quand on lui demande si une opération américaine est prévue pour la Colombie, Trump dit littéralement « ça me semble une bonne idée ». Donc une première intervention illégale n'est pas encore refroidie que la suivante est déjà annoncée. Et le Mexique? Il faut faire quelque chose avec le Mexique. Le Mexique doit se ressaisir. Il faudra faire quelque chose avec le Mexique, dit Trump. Il dit le Mexique doit se ressaisir comme
une sorte d'empereur, il dit, assis devant un globe terrestre, inspectant les pays un par un. Et dans cette foulée, il mentionne aussi Cuba. Cuba est prête à tomber. Vous savez, Cuba a l'air mûr pour tomber. Cuba n'a plus aucun revenu maintenant. Ils tiraient tout le revenu du Venezuela, du pétrole vénézuélien. Ils n'en auront plus. Cuba est littéralement prête à tomber. Cuba est mûr pour tomber, dit Trump, parce que Cuba dépendait du pétrole vénézuélien. Et ça, je viens de leur prendre, dit Trump. Ils ne vont plus rien recevoir. Voilà le message. Et puis vient le dernier pays sur la liste en avion. C'est un pays un petit peu surprenant. Je vais dire ceci à propos du Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. C'est vraiment stratégique. On a besoin du Groenland pour notre sécurité, c'est vraiment stratégique. Ok, respirons un coup. Trump est donc toujours dans cet avion, en route depuis son terrain de golf en Floride vers la Maison-Blanche. Il vient de faire enlever un président en exercice d'un pays souverain. C'est une violation totale et flagrante de la Charte des Nations Unies. On n'a pas le droit de recourir à la force contre l'intégrité territoriale d'autres États. Point. Si cette règle disparaît, on n'obtient pas d'ordre, mais un monde des seigneurs de guerre, d'États en faillite, de menaces permanentes de chaos. Pourtant, Trump le fait. Et il en profite pour menacer aussi la Colombie, le Mexique, Cuba et le Groenland. Il y a des décennies où rien ne se passe, et il y a des semaines où des décennies se produisent. Cette citation est souvent attribuée à Lénine, et honnêtement, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Cette impression d'être pris dans un tourbillon. On dirait que le monde est en feu. Et le pyromane s'appelle Donald Trump. Dans sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, Trump établit 3 priorités. Il n'en choisit pas 10, il en choisit 3. Et ces 3 priorités ne sont pas vagues ou abstraites, mais claires et nettes. Elles sont même soigneusement classées par ordre d'importance. Et la première priorité est l'hémisphère occidental. Tout l'hémisphère. Tout l'hémisphère occidental nous appartient, affirme Trump sans rougir à bord de l'Air Force One. Du nord au sud. Si vous visualisez une carte du monde, tout ce qui est à l'ouest de l'Europe et tout ce qui se trouve à l'ouest de l'Afrique. Les États-Unis veulent un contrôle total et exclusif depuis le Cap Horn en Patagonie tout au sud, en passant par le Venezuela et la Colombie jusqu'à la calotte glaciaire du Groenland tout au nord. Et attention, il ne s'agit pas ici des pays isolés, il s'agit de l'ensemble. Contrôle total et exclusif. Total, ça veut dire contrôle des ressources, contrôle des routes de transport, des sols et sous-sols, de l'espace aérien, des eaux. Et exclusif, ça veut dire personne d'autre ne doit exercer de pouvoir ou s'établir là. Et ça veut surtout dire la Chine doit être chassée de cet hémisphère occidental. Écoutez la phrase sans doute la plus importante de Trump lors de la conférence de presse où il a annoncé l'enlèvement illégal de Maduro. L'Amérique ne permettra jamais à des puissances étrangères de voler notre peuple ou de nous chasser de notre propre hémisphère. Avec notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la puissance américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. Trump annonce donc cet enlèvement complètement illégal et il fait directement le lien avec la nouvelle stratégie de sécurité. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie, plus personne ne mettrait en doute notre pouvoir dans l'hémisphère occidental. Donc non, ce n'est pas une simple lubie ou un accès de folie, c'est le plan, le renversement violent d'un président souverain et la phase 1 de la nouvelle stratégie. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire en substance. Et donc, dans le texte de la stratégie de sécurité, c'est formulé comme ça. Nous voulons un hémisphère qui reste libre de toute ingérence étrangère hostile ou de toute propriété étrangère sur des actifs stratégiques cruciaux. Un hémisphère qui soutienne des chaînes d'approvisionnement essentielles. Et nous voulons garantir notre accès permanent à des positions clés d'importance stratégique. Certains font comme si c'était normal, comme si les États-Unis avaient simplement le droit de contrôler tout ça. Mais on peut retourner ça dans tous les sens, c'est tout sauf
normal. Les États-Unis ont le contrôle de leur propre territoire, de leur propre espace aérien et de leurs eaux territoriales, comme n'importe quel autre pays. Mais pour le reste, ce sont les accords internationaux, le droit international, les frontières internationales qui s'appliquent. Les États-Unis n'ont absolument pas le droit de décider de ce qui se passe en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Canada ou au Groenland. Tout comme l'Europe n'a pas le droit de décider de ce qui se passe en Afrique. Si on le fait quand même, c'est rien d'autre que du colonialisme dans un nouveau costume. Contrôle des ressources, des routes commerciales, des ports, des infrastructures critiques, etc. Et en même temps, bloquer des concurrents pour qu'ils ne puissent plus commercer avec les pays de cette région. Et donc, cette idée n'est pas nouvelle du tout. Trump lui-même le dit parce qu'il fait référence aux soi-disant principes fondamentaux de la politique étrangère américaine qui remonte à plus de 200 ans. Et donc, il ressort des tiroirs la fameuse doctrine Monroe de 1823, conçue à l'époque pour tenir les rivaux européens à l'écart de l'hémisphère occidental. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy. Toutes ces actions constituaient une violation flagrante des principes fondamentaux de la politique étrangère américaine remontant à plus de 2 siècles, et cela ne se reproduira plus. Cela remonte jusqu'à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'est une affaire sérieuse. Mais nous l'avons largement surpassée, vraiment largement. Il s'appelle maintenant le document Donroe. Je ne sais pas, c'est la doctrine Monroe. Nous l'avions oubliée, elle était très importante, mais nous l'avions oubliée. Nous ne l'oublierons plus. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Monroe devient Donroe, dit-il. Ça veut dire Monroe plus Donald, de Donald Trump. Voilà le niveau. Mais qu'ont-ils exactement ajouté à cette vieille doctrine? Eh bien, ils ont surtout changé l'adversaire. Au 19e siècle, il s'agissait de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la France, les anciennes puissances coloniales européennes. Et le président américain Monroe disait alors, à l'époque, les Européens doivent quitter l'Amérique latine et quitter les Caraïbes, non pas parce que ce cher Monroe était un pacifiste, mais bien parce que les États-Unis voulaient déjà contrôler eux-mêmes les richesses de tout le continent. Et c'est ce que Washington a fait pendant 2 siècles, avec des coups d'État, des interventions et de la violence. Aujourd'hui, cette même doctrine ne vise plus l'Europe, mais surtout la Chine. Et dans une moindre mesure aussi la Russie, dont la stratégie de sécurité s'est formulée comme ça. Nous refusons aux pays extérieurs à l'hémisphère la capacité de développer une présence militaire ou d'autres capacités menaçantes, de posséder ou de prendre le contrôle d'actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère occidental. Voilà ce que le Venezuela et le Groenland ont en commun. Les États-Unis veulent chasser l'influence de la Chine, aussi bien du Venezuela que du Groenland. C'est aussi très clair dans la stratégie de sécurité américaine. Sur le plan stratégique, la Chine est le rival le plus important. Ces 20 dernières années, la Chine a connu une croissance immense en matière de commerce et d'infrastructures en Amérique du Sud et centrale. Le commerce est passé d'environ 14 milliards de dollars en 2000 à 500 milliards en 2024. Ça, c'est énorme. Des pays qui, autrefois, devaient obligatoirement se tourner vers Washington pour leur commerce, ont maintenant une alternative. Prenez par exemple le nouveau port en eau profonde de Chancay au Pérou, construit et exploité par l'entreprise d'État chinoise COSCO. Il y a 5 ans, c'était juste des porcheries et une usine abandonnée. Mais aujourd'hui, il y a un méga port de 3,5 milliards de dollars conçu pour les plus grands porte-conteneurs du monde. Chancay, le port donc en Pérou, connecte directement l'Amérique du Sud au port chinois comme Shanghai et Guangzhou. Et ça veut dire 10 jours de trajet en moins. 10 jours, c'est une économie colossale. Et ça veut dire aussi autre chose, parce que les matières premières venant de l'Amérique latine et centrale peuvent désormais partir directement vers la Chine, hors du contrôle américain. Plus de détours par des points de passage dominés par les États-Unis et plus de dépendance envers les infrastructures américaines. Pour la Chine, c'est un avantage, ça c'est clair, mais aussi pour les pays de la région, parce que eux, ils ont
plus de choix et donc plus de marge de négociation. Et pour Washington, c'est précisément ça le problème. Chaque investissement chinois réduit l'emprise américaine. C'est pourquoi le ton se durcit. C'est la raison de cet enlèvement brutal et illégal d'un président en exercice. Trump veut faire comprendre à tous les pays de la région, si on le décide, on vient vous chercher dans votre palais. Ça, c'est donc pas seulement l'intimidation politique, c'est purement et simplement une logique mafieuse à l'échelle mondiale. Dans un instant, je vais m'attarder sur les raisons qui poussent Trump à convoiter le Groenland. Mais d'abord, pourquoi Trump envahit-il le Venezuela? Que cherche-t-il vraiment? Après le raid sur le palais de Maduro, Trump a fait une chose que les dirigeants occidentaux essayent normalement toujours de cacher. Il a dit sans détour son véritable objectif. Avant, une intervention ou une guerre impérialiste de ce genre était encore emballée. On brandissait les droits humains, la drogue, les armes de destruction massive, la démocratie. Non, maintenant, même ce voile tombe. Il s'agit du pétrole. On va assurer notre présence au Venezuela pour tout ce qui touche au pétrole. On va faire en sorte que le pétrole coule là où il doit aller. On a besoin d'un accès total. On doit avoir accès au pétrole. En d'autres termes, c'est nous qui vendrons le pétrole. Le Venezuela possède environ 303 milliards de barils de pétrole brut. Ça sont les plus grandes réserves au monde, qui représente environ 17% des réserves mondiales. Ça veut dire que celui qui contrôle le Venezuela détient une réserve stratégique d'importance mondiale. Et pour être clair, ce pétrole n'est pas nécessairement pour Washington lui-même. Ce que Washington veut surtout, c'est empêcher que ces réserves ne tombent entre les mains de la Chine. Ça, c'est l'enjeu. À l'heure actuelle, les entreprises chinoises ont déjà des droits sur des milliards de barils de pétrole vénézuélien. Ce pétrole, il est encore dans le sous-sol. Il ne sera pleinement exploité que dans des années. Mais pour Washington, c'est inacceptable et donc ils interviennent. Il est temps de faire le point. Nous avons vu quelle est la priorité absolue dans la nouvelle stratégie de sécurité de Trump. L'ensemble de l'hémisphère ouest doit être la chasse gardée des États-Unis et de personne d'autre, surtout pas la Chine ou la Russie. Voilà donc pourquoi le Venezuela est le premier pion sur l'échiquier de Trump et le second pion, c'est le Groenland. La partie la plus au nord de cet hémisphère occidental. Mais bon sang, qu'est-ce que Trump peut bien aller chercher au Groenland? La deuxième plus grande calotte glaciaire du monde après l'Antarctique. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles le Groenland a une importance stratégique capitale pour les États-Unis. Et quand on le comprend, on mesure aussi à quel point la direction que Trump veut prendre est dangereuse. Mais avant d'approfondir ça, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner à Tout Bascule. C'est super important. Vous recevez automatiquement les nouveaux épisodes pour ne jamais en manquer un. Vous aidez aussi à diffuser le podcast, car plus il y a d'abonnés, plus l'algorithme le montre à d'autres personnes. Et c'est aussi un moyen tout simple de montrer à quel point vous appréciez ce podcast. J'en étais où? Ah oui, sur le Groenland. Et ça, c'est une histoire spéciale. Le Groenland est un territoire autonome au sein du Royaume de Danemark. Et Trump veut tout simplement s'en emparer. Je ne parle pas encore d'acheter le Groenland et de donner de l'argent aux habitants. Ça viendra peut-être plus tard, mais nous allons de toute façon faire quelque chose au Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine vont s'en emparer et nous ne les voulons pas comme voisins. Je veux bien faire un deal, vous savez, à l'amiable. Mais si ce n'est pas possible à l'amiable, alors nous le ferons à la dure. Pourquoi est-ce si important d'avoir le Groenland alors que vous avez déjà une base militaire sur place que vous pourriez étendre? On défend quand même sa propriété autrement qu'un bail de location. Il faut le posséder. Trump voit donc le Groenland comme une sorte de grosse transaction immobilière qu'il peut conclure comme une espèce de parrain de la mafia. Soit par l'argent, soit par la corruption, soit avec des menaces, la violence. Et la vie des Groenlandais eux-mêmes, ils s'en fichent. Tous ceux qui pensaient que les États-Unis étaient motivés par la démocratie voient bien que les masques tombent. Trump veut posséder le Groenland, en être le propriétaire, et il est clair là-dessus. Au Groenland, bien sûr, il y a eu une protestation immédiate. Par exemple, la députée groenlandaise, Aya Kemnitz Larsen,
le dit comme ceci. Le Groenland n'a jamais été à vendre et ne sera jamais à vendre. Rien n'a changé de notre côté. Et bien sûr, nous pouvons voir que les États-Unis essayent de dire qu'ils n'excluent pas de nous annexer et d'acquérir notre pays par d'autres moyens, mais ce n'est pas intéressant pour nous. Le Groenland n'a jamais été à vendre et ne le sera jamais. Les États-Unis sont déjà présents militairement au Groenland, et ça depuis longtemps, notamment sur la base de Pituffik, au nord-ouest, où la Space Force américaine est active. Et le Danemark l'a déjà dit à Trump, vous pouvez toujours envoyer plus de troupes. Mais ça ne satisfait pas Trump. Il veut contrôler l'ensemble du territoire. Et on retombe de nouveau sur le fil rouge de notre récit, la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas être un simple partenaire dans la région, non, ils veulent le contrôle total et exclusif, donc pas partagé avec d'autres, même pas avec un partenaire fidèle de l'OTAN comme le Danemark. Alors on peut se demander pourquoi le Groenland, parce qu'il n'y a que quelques habitants, il y a un froid glacial et c'est presque au pôle Nord. Eh bien, il y a 3 raisons pour lesquelles Trump et les États-Unis veulent absolument posséder le Groenland. Raison numéro 1, les ressources. Avec le changement climatique et la fonte des glaces arctiques, l'extraction des ressources pourrait à terme devenir possible. Le Groenland figure depuis des années dans les analyses sur les minéraux critiques et les terres rares, des minéraux nécessaires à toutes sortes de technologies et de systèmes d'armement. Et aujourd'hui, les États-Unis dépendent de la Chine pour certains composants. Développer quelque chose en Groenland, c'est stratégiquement intéressant. Attention, les volumes sont incertains, l'extraction est encore difficile, donc ce n'est pas de l'argent facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Raison numéro 2, les routes commerciales. On a grandi avec la carte classique de Mercator, où le Groenland est tout au nord. Mais il faut visualiser autrement, parce que la Terre est une sphère, et donc les routes maritimes et aériennes passent aussi par les pôles. Jusqu'à présent, c'était difficile au-dessus de l'Arctique parce que de nombreuses mers étaient gelées. Avec la fonte des calottes glaciaires, de nouvelles routes s'ouvrent. Pour aller de Shanghai, en Chine, à Anvers, il faut 35 jours via le canal de Suez. C'est la route sud. Via la route nord, ce même trajet ne prend que 18 jours, soit la moitié du temps. On estime que dans 1 ou 2 décennies, cette route nord pourrait être entièrement navigable en été. Cette route maritime nord longe le Groenland, ce qui en fait donc une zone stratégique. Trump veut s'emparer totalement de cette zone, légalement ou pas. La raison numéro 3 est militaire. Les États-Unis, oui, ils ont déjà une base militaire au Groenland, mais ils veulent l'île entière pour pouvoir y installer à l'avenir de nouveaux systèmes de missiles contre la Russie. Parce que les trajets de missiles les plus courts de la Russie vers l'Amérique du Nord passent par la région polaire avec le Groenland comme point crucial. Et pour détecter ces missiles ou les intercepter suffisamment tôt, Groenland est crucial. Et bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Depuis le Groenland, les États-Unis peuvent aussi toucher la Russie plus rapidement. Ressources, route maritime, missiles, voilà le cocktail. Et Trump ne plaisante pas. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark. Je dois vous dire, vous savez, ils ont été très gentils avec moi. Je suis un grand fan. Mais vous savez, le fait qu'un de leurs bateaux a accosté là il y a 500 ans ne veut pas dire qu'ils possèdent le territoire. Je suis sûr que plein de nos bateaux ont été là-bas aussi. Le Danemark a toujours été un membre fidèle de l'OTAN et a toujours bien sagement commandé des F-35 aux États-Unis. Oui, je suis un grand fan du Danemark et ils ont toujours été très gentils, s'empresse d'ajouter Trump. Et donc ça montre en tout cas qu'être gentil avec les États-Unis n'est pas une stratégie. Vous pouvez être aussi sage que vous voulez, commander autant de F-35 que vous voulez, appeler Trump Daddy autant que vous voulez. Quand les choses se corsent, Trump fait ce qui lui plaît. Mais la façon dont il piétine ici le droit international, comme un gangster sans foi ni loi, c'est incroyable. Non, ce n'est pas à eux, c'est à moi parce que je le dis. Et alors, comment Trump veut-il annexer le Groenland? Selon lui, il y a 3 possibilités. Premièrement, faire pression et conclure un accord, de préférence avec les Groenlandais eux-mêmes, indépendamment.
du Danemark. Les Groenlandais veulent bien être indépendants du Danemark, mais ils ne veulent pas faire partie des États-Unis. 85% des Groenlandais sont contre l'annexion par Washington. 85%. La deuxième manière est d'acheter le Groenland. Et oui, cette option est aussi sur la table. Et la troisième piste est une intervention militaire. Forcer un accord, acheter ou envahir, voilà les options. Et la Maison-Blanche est étonnamment ouverte à ce sujet. Écoutez simplement la porte-parole de la Maison-Blanche. On lui demande si l'option d'acheter le Groenland est vraiment sur la table. Well, that's something that's currently being actively discussed. Eh bien, c'est quelque chose qui est activement discuté par le président et son équipe de la sécurité nationale. Et je voudrais pointer que l'acquisition du Groenland par les États-Unis n'est pas une idée nouvelle. C'est quelque chose que les présidents, depuis les années 1800, ont dit être avantageux pour la sécurité nationale de l'Amérique. Le président a été très ouvert et clair avec vous tous et avec le monde entier. Il considère qu'il est dans le meilleur intérêt des États-Unis de dissuader l'agression russe et chinoise dans la région arctique. Et c'est pourquoi son équipe examine actuellement à quoi pourrait ressembler un achat potentiel. About what a potential purchase would look like. La grande question, bien sûr, est la suivante. Si la diplomatie ne fonctionne pas, et si les Groenlandais ne veulent pas être achetés comme du bétail, Trump va-t-il alors passer à l'occupation militaire? C'est la question que beaucoup se posent et la réponse est bien éloquente. All options are always on. Toutes les options sont toujours sur la table pour le président Trump. Il examine ce qui est dans le meilleur intérêt des États-Unis. Mais je dirais simplement que la première option du président a toujours été la diplomatie. Encore une fois, regardez le Venezuela. Il a essayé de conclure un bon accord avec Nicolás Maduro. Il lui a dit qu'il utiliserait l'armée américaine s'il n'acceptait pas l'accord. Et regardez ce qui s'est passé. Like it, if you don't take such a deal. And look at what happened. Ça, c'est quand même incroyable. Leur message, c'est « Nous voulons obtenir ce que nous voulons par la diplomatie. Et si nécessaire, même mettre une grosse somme d'argent sur la table pour acheter le Groenland. Mais si ça ne marche pas, eh bien, regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Au besoin, on intervient par la force brute. On envoie une armada militaire de navires. On bloque l'accès. On étrangle votre économie avec des sanctions et on kidnappe le président. Parce que c'est ça l'exemple du Venezuela. Et donc, l'agression contre le Venezuela, ça va bien au-delà de la question du Venezuela lui-même. Parce qu'on entend ici, littéralement, comment ils brandissent cet exemple pour le reste du monde. Si vous ne nous écoutez pas, voilà ce qu'on fait. On va conclure cette partie. Que faut-il retenir du Groenland? Pas que Trump a tout à coup développé une obsession exotique pour une île du Nord. Non, le Groenland s'inscrit dans un tableau stratégique beaucoup plus large. Le contrôle des matières premières, des routes maritimes, des routes militaires, des routes de missiles. Washington veut mettre la main sur le Groenland pour tenir la Chine et la Russie à l'écart de la région arctique. Et c'est exactement la même motivation qu'avec le Venezuela. Deux endroits complètement différents, une seule et même logique. L'hémisphère occidental doit devenir la chasse gardée exclusive des États-Unis. C'est la première priorité dans la nouvelle stratégie de sécurité. Et au total, il y en a trois. La deuxième priorité de cette stratégie, c'est la confrontation avec la Chine. C'est un chapitre à part entière et je vous raconterai ça avec plaisir dans un prochain épisode. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, faites-le absolument pour ne surtout pas manquer ça. Nous passons maintenant directement à la troisième priorité dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis et ça, c'est l'Europe. L'Europe se comporte comme le petit chien de salon de Donald Trump. Et ça pourrait bien finir par nous coûter très cher. Selon le PTB, nous devons réagir fermement contre Trump. Peter Mertens. Et comme cadeau, nous achetons encore plus d'avions F-35 aux États-Unis et nous soutenons aussi davantage cette nation. Nous nous laissons faire et ça va nous coûter cher. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost revient tout juste d'une mission aux États-Unis. Notre relation avec les États-Unis demeure stratégique. Nous devons continuer à investir dans ce partenariat. Nous devons le faire dans le cadre d'échanges ouverts et critiques, où nous défendons nos positions avec la plus grande détermination. Donc, continuer à coopérer en tant qu'alliés. Voilà qui résume assez bien la vision du gouvernement belge. Continuer à coopérer en tant qu'alliés. Alliés, selon le dictionnaire, ce sont des personnes ou groupes de même opinion qui s'entraident et se soutiennent. Et c'est aussi le cas ici. Trump voit-il les Européens comme des personnes de même opinion qu'il veut aider et soutenir? Absolument pas. C'est tout le contraire. Quand on lit la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis,
c'est limpide. L'Europe n'est absolument pas une alliée des États-Unis. C'est assez bizarre de voir comment les dirigeants européens se sont laissés endormir ces dernières années par Washington. Il y a un an, tout pile, en janvier 2025, j'ai demandé au gouvernement belge que va faire notre pays face à cette menace venant du cabinet Trump. Comment la Belgique va-t-elle se positionner au sein de l'Europe pour y répondre? Car souvenez-vous, déjà à l'époque, il y a un an, Trump disait des choses comme « le Canada est à nous ». Le Panama est à nous, le golfe du Mexique est à nous et le Groenland est à nous. Écoutez un peu ce que le gouvernement a répondu à ma question à l'époque. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que les États-Unis sont et resteront un partenaire important. Les États-Unis sont un partenaire historique, un ami historique. L'Amérique, ce sont nos grands amis. C'est ce que disait le ministre Quintin du MR. Les gouvernements allemands et danois disaient la même chose et ils ont tous commandé pour des milliards d'euros de nouveaux avions F-35 aux États-Unis. Comment peut-on être aussi naïf? Parce qu'un mois plus tard déjà, en février 2025, le vice-président américain J.D. Vance est venu en Allemagne. Vous vous souvenez, il était venu faire la leçon aux dirigeants européens et il y a eu pas mal de larmes versées en Europe à ce moment-là. Et ensuite, il est même passé chez le parti d'extrême droite AfD avec un appel à intégrer l'extrême droite au gouvernement en Allemagne. C'était juste avant les élections. Et Elon Musk a fait exactement la même chose. Il a soutenu l'AfD. Et quelle a été la réponse du gouvernement belge et des autres gouvernements en Europe? On se tait, on baisse la tête, ça va bien finir par passer. Mais non. Ce n'est jamais passé. L'Europe s'est retrouvée avec une guerre tarifaire sur les bras. Il a dû avaler un accord très humiliant. Et puis le président du Venezuela a été enlevé et le Groenland à nouveau menacé. Et donc on pourrait penser que ça devrait être suffisant pour se réveiller quand même. Et précisément à ce moment-là, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est allé à Washington rencontrer le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Marco Rubio. Donc, au moment de l'enlèvement illégal de Maduro, notre ministre est à la même table que Marco Rubio. Et donc, quand il est revenu au Parlement, je pose donc une question à ce sujet. Qu'avez-vous fait là-bas? Qu'avez-vous dit à Rubio? Pensez-vous toujours que les États-Unis sont le partenaire le plus important en matière de sécurité, comme le dit l'accord de notre gouvernement? Et voici la réponse du ministre Prévost. J'ai été clair et honnête avec mes interlocuteurs. Nous pouvons comprendre les préoccupations de sécurité des États-Unis concernant la région arctique. Ces discussions ont également montré que derrière certaines déclarations, qui paraissaient parfois abruptes, se cachaient des nuances et des préoccupations légitimes auxquelles il ne faut pas répondre par l'indignation, mais par des arguments, le droit et surtout de la crédibilité. Voilà donc la Belgique en 2026. C'est en fait l'Europe en 2026. Les États-Unis violent les lois internationales, annoncent leur retrait des dizaines de traités internationaux, attaquent des navires, imposent des blocus, enlèvent un président, menacent le Groenland. Et que dit notre ministre aux Américains? Nous pouvons comprendre vos préoccupations de sécurité. Pardon, comprendre? Pas du tout. Le Groenland n'est pas aux États-Unis, n'est pas à vendre et ne peut pas être pris militairement. C'est ça le message à faire passer. Il peut y avoir des préoccupations légitimes. Non, des préoccupations légitimes, mais toute cette stratégie de sécurité, elle n'est pas légitime. C'est une stratégie impérialiste qui met le feu au monde du pôle Nord jusqu'à Caracas. Il n'y a rien de légitime là-dedans. J'ai le sentiment que peu de politiciens ont réellement lu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Cette stratégie est pourtant en ligne. On peut le trouver facilement. En plus, ce qu'ils écrivent sur l'Amérique du Sud et le Groenland, ils le font aussi dans la pratique. Mais la partie la moins discutée est peut-être celle sur l'Europe. Et c'est fort de café. Notre politique générale pour l'Europe devrait donner la priorité à encourager la résistance au sein des nations européennes contre la trajectoire actuelle de l'Europe. Les États-Unis ne s'en cachent même pas. Ils l'écrivent sur papier, noir sur blanc, et ils le font aussi.
encourager la résistance contre l'Union européenne. Et donc tous ces blabla naïfs sur ce sont nos meilleurs amis et nos meilleurs alliés sont à côté de la plaque. Les États-Unis veulent démanteler l'Union européenne et ils disent, ils l'écrivent, ils le font. Ils préfèrent avoir le moins de négociations possibles avec l'Union européenne dans son ensemble et le plus possible avec leurs États vassaux en Europe séparément. Ce qu'ils appellent les nations saines d'Europe centrale, orientale et du Sud. Écoutez le texte de la stratégie de sécurité. Renforcer les nations saines d'Europe centrale, orientale et méridionale par le biais de relations commerciales, de vente d'armes, de coopération politique et d'échanges culturels et éducatifs. Devinez quels pays sont concernés. La Hongrie, l'Italie, la Pologne. Des pays où l'extrême droite est au pouvoir ou bien des pays où il existe une forte tendance pro-américaine. Ces pays obtiennent de meilleurs accords, de meilleurs contrats d'armement, des arrangements commerciaux préférentiels, un soutien politique. C'est ainsi que Washington les extrait de l'orbite européenne. C'est ainsi qu'il construit un axe des États amis qui écoutent davantage Washington que Bruxelles. Et l'objectif est simple, enfoncer un coin, diviser l'Europe, affaiblir l'Europe. Et non, cela ne changera pas parce que Prévost va une fois serrer des mains avec Marco Rubio et marmonner partout quelque chose sur des préoccupations légitimes. Ça ne changera rien. Les États-Unis veulent une Europe comme une mosaïque de 27 pays que l'on met sous pression un par un, avec des tarifs douaniers, avec des armes, avec l'énergie. C'est ça la logique. Et ce n'est pas la logique d'un allié. Car des alliés, je le répète, ce sont des personnes de même opinion qui s'entraident et se soutiennent. C'est autre chose que faire du chantage, isoler, soumettre, humilier comme des petits enfants à la Maison-Blanche. Washington ne monte pas seulement les pays européens les uns contre les autres, mais attise aussi les forces d'extrême droite et racistes en Europe. La visite de J.D. Vance l'année dernière auprès de l'AfD d'extrême droite en Allemagne n'est absolument pas un hasard, ni un fait isolé. C'est une politique officielle. Selon le texte de la stratégie de sécurité, l'avenir de l'Europe réside dans le renouveau de l'extrême droite. C'est dit littéralement comme ça. La diplomatie américaine devrait continuer à s'engager en faveur de la démocratie authentique, de la liberté d'expression et de la célébration sans complexe du caractère propre et de l'histoire des nations européennes. L'Amérique encourage ses alliés politiques en Europe à promouvoir cette renaissance de l'esprit et la croissance de l'influence des partis patriotes européens est en effet une raison de grand optimisme. Ces partis patriotes, ce sont des héritiers du fascisme et du nazisme en Europe. Dans les années 1930 et 1940, ils ont aussi déjà annoncé qu'ils allaient sauver la civilisation européenne et nous avons vu quelle guerre mondiale et quel carnage ont suivi. Et maintenant, la Maison-Blanche dit « leurs héritiers doivent être soutenus ». L'AfD, Fratelli d'Italia, Fidesz et ainsi de suite. Ils doivent arriver au pouvoir, dit Washington. Ils doivent détruire la politique climatique, démanteler la réglementation et instaurer une politique migratoire raciste à la Trump. L'extrême droite peut compter sur le soutien actif de Washington. Ils l'écrivent tout simplement dans leur nouvelle stratégie de sécurité. Comment peut-on ne pas voir ça en tant que ministre des Affaires étrangères en Europe? C'est impossible de ne pas le voir. Et donc, le vrai courage politique, ce n'est pas de courir après Trump comme un petit chien. Le vrai courage politique, c'est de développer sa propre vision. L'Europe doit trouver sa propre voie. L'Europe ne peut se maintenir sur la scène mondiale qu'en partant du respect du droit international et des droits humains. Et si elle est capable de construire des relations adultes et équilibrées avec toutes les grandes puissances économiques, avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine, l'Inde, le Brésil et oui aussi avec la Russie. Ce n'est qu'ainsi que l'Europe peut revendiquer sa propre place dans ce monde. Et ce n'est qu'ainsi qu'elle peut aussi être un facteur de diplomatie, de stabilité et de faire des pas vers la fin de la guerre. Je veux terminer ce 12e épisode de Tout bascule avec quelque chose dont on parle trop rarement. La stratégie américaine n'est pas seulement une stratégie de puissance, c'est aussi une stratégie d'impuissance. Et ça peut paraître contre-intuitif, car ils viennent justement d'enlever un président, ils ont l'armée la plus puissante du monde et ils menacent tout le monde comme la plus grande brute de tous les temps. Et en même temps, derrière toute cette diplomatie de la brute et du canon,
il y a aussi de la faiblesse et de l'impuissance. Une impuissance en partie dans leur propre pays, car la contestation contre Trump grandit. On en parle peu ici, mais les manifestations sont impressionnantes. Contre ces troupes de l'ICE complètement folles qui kidnappent des gens aux États-Unis même, mais aussi contre la politique économique américaine, car la vie est devenue de plus en plus chère, alors que Trump avait justement promis que tout serait moins cher. Pourquoi doit-on gaspiller des milliards dans des guerres alors que les gens ici ne peuvent pas payer un médecin, disent-ils? Et le parti républicain semble sur le point de perdre les élections de mi-mandat de novembre. Donc, une impuissance dans leur propre pays, mais aussi une impuissance au niveau international, car Trump doit assister impuissant à la croissance des économies en Asie et au progrès de la Chine. Les États-Unis sont plus dangereux que jamais, mais en même temps, ils sont aussi faibles. Car celui qui est sûr de son hégémonie n'a pas besoin de traîner un président hors de son palais, n'a pas besoin d'étrangler des pays avec des sanctions, n'a pas besoin de sortir des sacs d'argent pour acheter des îles, n'a pas besoin d'envoyer des vice-présidents à des meetings d'extrême droite en Allemagne. On ne fait ça que lorsque l'on sent que le pouvoir s'échappe. Et plus ce pouvoir s'échappe, plus le régime américain devient dangereux. Un régime agressif ne tombe pas tout seul. Pour ça, il faut un contre-mouvement comme celui qui se développe maintenant aux États-Unis même. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés ou de se focaliser aveuglément sur la puissance de Trump. C'est le moment d'agir, de s'unir, de descendre dans la rue, de faire entendre notre voix. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'histoire. Nous sommes en plein dedans. Nous avons la responsabilité de faire pencher les secousses de cette époque du bon côté. C'est un moment de basculement, en effet, comme le dit le titre de ce podcast. Et vous pouvez y contribuer. C'était le 12e épisode de Tout Bascule. Merci d'avoir écouté et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, vous savez pourquoi. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Hille Feerts. Merci Hille, merci aussi à toute l'équipe de Facto et merci à Tibor Van Kutsem et Livia Lumia pour la version francophone de ce podcast. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.